Oui, je sais que tu étais là, Marc-André, t'en fais pas. Parfait. Donc, on est prêt à commencer notre merveilleuse aventure dans les blueprints. Donc, nous allons commencer très simplement. En fait, tiens, non, le guide, je ne vais pas vous le mettre tout de suite. On va faire les choses étape par étape ensemble. Donc, ce matin, première chose qu'on va faire, c'est assez basique aussi, on va ouvrir une porte avec un blueprint. OK? Donc, on va voir deux méthodes différentes. La semaine prochaine, on va avoir une troisième qui va plus ou moins couvrir, je dirais, la plupart des façons d'ouvrir une porte. OK? Donc, la plupart des façons de l'activer avec nos blueprints. Pas de problème, Pamela, je sais que tu étais là. Donc, nous allons commencer et sachez que le guide, donc évidemment, je vais vous le fournir à la fin du cours, mais regardez si vous avez des problèmes au courant de la semaine ou dans le futur, regardez l'enregistrement du cours parce que on fait vraiment la manipulation puis j'explique plein d'affaires pendant le cours. OK? Ah, Marc-André, tu es là? Excellent. Marc-André Dubé est là. OK. Génial. Donc, tu as eu des problèmes de connexion ce matin, j'ai compris. Tu as fait ça hier, Kevin? C'est parfait. Ben écoute, tu vas voir si c'est la même méthode qu'on utilise ou pas. Il y a plein de façons de faire ça. Parfait. Pas de problème. Donc voilà. Alors, moi, je vais suivre le guide juste pour, en termes de référence, mais on va le faire ensemble. Donc, voici comment on va procéder. Donc, évidemment, assurez-vous que vous êtes en mode select, en mode standard, OK? Et on va venir créer un nouveau dossier, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. L'organisation, c'est très important. Donc, on va créer un nouveau dossier. On va l'appeler BP underscore door ou porte, appelez-le comme vous voulez. BP, c'est pour Blueprint. C'est comme la convention d'appeler ça dans Unreal. Donc, Blueprint, porte, door, peu importe, on a notre dossier. On double-clique. On l'ouvre. Et puis, nous allons créer notre premier blueprint. Donc, dans notre dossier, on va faire right-click et on a une section comme quand on crée un matériel. On clique ici. Mais pour blueprint, on va cliquer sur Blueprint Class. Là, on a tout un tas d'options. On va prendre la première. Nous, on veut un acteur. OK, an actor is an object that can be placed or spawned in the world. C'est pas plus compliqué que ça. On commence avec un acteur. Bam. On va le renommer Blueprint underscore door underscore 1. OK, on va en faire ensemble, on va en faire 3 en tout. Donc, on va avoir des méthodes différentes de procéder. Donc, j'ai mon blueprint. Vous voyez le code, le logo d'un blueprint d'acteur. C'est une belle grosse sphère toute blanche jusqu'à temps qu'on commence à ajouter des éléments. OK, fait que c'est ce qu'on va faire. On double-clique. Et voici la structure du blueprint. Fait que je prends 2 petites secondes pour vous expliquer l'interface. C'est très simple. On a les tabs ici. Et donc, j'ai le viewport, c'est le premier. À l'origine, tout ce qu'on a, c'est le default scene root. Fait que c'est comme vide. OK? Il n'y a rien. On ne peut même pas sélectionner, on ne peut rien faire. On a juste un default scene root. Donc, on a notre viewport. On a le construction script qu'on ne va pas utiliser avant un bon bout de temps. Et on a le event graph qu'on va utiliser dans quelques minutes. Fait que le event graph, c'est ce que vous avez vu, là, ce que je vous ai montré dans les screenshots de la vidéo sur YouTube. Donc, c'est ça vraiment les nodes qu'on connecte. C'est vraiment ça la programmation. Mais avant de faire ça, il faut qu'on commence dans le viewport. OK? Donc, nous, ce qu'on va faire pour la première méthode, on va avoir besoin d'une porte, je dirais, réaliste, là, standard, une porte qui va ouvrir sur le côté. Donc, on a besoin d'une porte, on a besoin d'un cadre de porte, puis on a besoin d'une box collision qu'on va utiliser comme trigger. Là, je vais juste vous mentionner les éléments, je vais vous montrer où on va aller les chercher puis comment on va les manipuler. Première des choses, c'est de comprendre cette rubrique-là. Je vais appeler ça left panel, tout ça ici, OK, puis right panel. Donc, le panel de gauche, le panel de droite. OK?
Au milieu, on a notre viewport, où on a ou bien le viewport visuel, ou bien le event graph, donc les nodes qu'on va connecter. OK? Le blueprint actor, comme laisse-moi revenir dans ça ici. Tu vois, si j'allais en créer un autre, c'est aussi simple que ça va gérer un objet qui va être spawné dans le monde qu'on va utiliser dans notre level. La différenciation des différentes classes, un pawn, c'est ou bien un joueur, ou bien, ben le joueur, ça va être le character, fait qu'un pawn, c'est un ennemi, un companion, un NPC, un pet, whatever, là, quelque chose qui a besoin d'une intelligence artificielle. Un character, c'est ce que le joueur va utiliser. Donc, ou bien le character comme lui, ou bien, on peut, admettons, monter dans un véhicule ou quelque chose. Donc, ça va devenir il va être considéré comme un character parce qu'on le contrôle avec le contrôle. Après ça, un player controller, ça va être un différent type de blueprint. Game mode, actor component, puis là, ça devient un petit peu plus complexe. Un actor, c'est qu'on va utiliser des static mesh, des skeletal mesh, whatever, et ça va être un objet comme on peut avoir une plateforme, on peut avoir une porte, on peut avoir n'importe quoi, une échelle, tout ça, ça va être des actors. OK? Donc, on va gérer, donc, on va tout le temps voir ce qui se passe au milieu, et avec notre viewport et avec notre event graph. Dans le menu de gauche, le panneau de gauche, on va avoir nos éléments. C'est comme un peu le World Outliner dans le reste de l'éditeur. Et ici, ça va être notre panneau de détail. OK? Fait que c'est vraiment la structure qu'on va utiliser. Fait on va commencer. Oui, Frédéric? Fait que là, si je comprends bien, ça, c'est le genre de choses qu'un level designer va faire? Oui, absolument. On va gérer les portes, on va gérer les plateformes, tout ce qui est tout ce qui va se retrouver dans l'environnement qui fait partie du level, comme mettons quelque chose de simple comme un pont qui s'effondre, ben, c'est la job du level designer. De faire l'esthétique, de faire un super beau pont de type gothique, whatever, ça, c'est l'artiste d'environnement qui va faire les props, les mèches. Mais ça va être à toi de le créer. C'est-à-dire, encore une fois, ce n'est pas tous les level designers qui vont gérer ça. C'est ça, dans ma tête, c'est plus comme de la programmation. J'aurais pensé que ce serait un programmeur qui ferait ça. Ben, écoute, le programmeur, il va évidemment travailler dans le niveau. OK, disons les choses comme elles sont. Mais le programmeur, ce qu'il va faire, c'est que lui, il va s'assurer que, par exemple, dans un petit studio, le level designer va peut-être faire ça. Le pont qui s'effondre, va faire les portes qui s'ouvrent. Tu appuies sur la switch, ça ouvre la lumière. Ce genre de truc-là qui est simple, ça va être, par exemple, le level designer. Mais le programmeur va repasser en arrière puis va s'assurer qu'il n'y a pas de conflit, puis que tout fonctionne bien, puis que les interactions du joueur, par exemple, tu es un shooter, bon, si tu appuies sur X sur ta manette d'Xbox, il va prendre le gun de son dos, là, mais il va prendre le gun, puis là, tu vas voir, là, tu presses sur un autre bouton, ça va trigger des animations et des interactions. Bien, il va s'assurer que ça, tout ce qui est lié au character, au projectile, au damage, au système du gameplay, va fonctionner avec le level aussi. Fait qu'il y a beaucoup, beaucoup de trucs qu'il y a un level designer qui va faire. Mais si tu es level designer, ça se peut que tu en fasses zéro aussi. OK? Comprenez-moi bien. Là. En tant que level designer, selon le studio, selon les tâches qu'on vous donne, ça se peut que vous n'en fassiez pas, mais si vous êtes compétent là-dedans, vous allez vous donner beaucoup plus de chances d'avoir de la job. On ne se mentira pas. Que vous aimez ça ou pas, ça, c'est une autre question. C'est ça. Donc, d'avoir une base, c'est juste à votre avantage. Si vous allez passer une entrevue, puis ils vont vous poser des questions, faites OK, moi, je suis super bon à faire des documents. OK, good. Moi, j'aime beaucoup travailler en collaboration avec le gameplay designer, avec le game designer, avec ci, avec ça, puis j'aime faire mes levels, aller m'inspirer. Ils vont voir votre workflow. Vous allez parler de level design pur et dur, là, de comment vous procédez, puis ça, c'est parfait. Et ils vont vous poser ces questions-là. As-tu de l'expérience en éclairage dans Unreal? Ouais, plus ou moins. OK. Je suis capable de mettre de la lumière dans un level puis que ça a de l'allure. OK, good. Est-ce que tu es bon en optimisation? Oui, je connais bien le système des LODs puis de comment faire fonctionner la caméra avec ça. Ah, OK, cool. Est-ce que tu es bon avec le landscape? Oui, je connais un petit peu le landscape, les matériaux. Ils vont vous passer toutes ces questions-là en revue puis ils vont établir
Puis ils ne s'attendent pas à ce que vous fassiez tout. Là. Il n'y a personne qui est bon dans tout. Okay? Avec beaucoup d'expérience, il y a des gens qui sont, disons, connaissants et qui ont une certaine base dans tout, puis qui peuvent être, comment dire, qui peuvent rendre service au studio dans bien des domaines. Mais à l'intérieur d'un studio, quand ça fait plusieurs mois, des années qu'on travaille là, ils savent quelles sont vos forces, quels sont les trucs avec lesquels vous allez aider le plus l'équipe, puis ils vont vous demander ça. Puis c'est ça qui est le fun de la job de level designer, c'est qu'il y a vraiment beaucoup de facettes que si ce que je vous montre ce matin, puis ce que vous allez faire donc, dans les mois qui viennent, vous n'aimez vraiment pas ça, la programmation puis les blueprints, ben, sachez que ça ne veut pas dire que c'est un problème. T'sais, si vous détestez ça, là, ben, écoute, moi, jusqu'à ce jour, ça fait 1 an et plusieurs mois là, que je travaille au studio, j'en ai pas fait une seule fois encore. Je fais juste utiliser ce que les autres ont fait, puis that's it. OK? Fait que c'est bien ça. Oui, Vincent, il n'y a pas de problème au niveau des présences. Donc, pour commencer, on va avoir besoin de components. OK? On va avoir besoin d'assets ici. Donc, voilà comment ça fonctionne. Vous allez cliquer sur Add Component, puis on va avoir besoin de 2 static mesh et 1 box collision. On va y aller étape par étape. Premièrement, static mesh. OK, vous voyez, ça s'appelle static mesh par défaut. On va le renommer. On va l'appeler door ou porte. Et on a ici, donc, dans notre fenêtre static mesh, vous voyez, il n'y a rien en ce moment. Je vais juste cliquer et je vais taper door. Et du moment que vous avez le starter content, quand vous avez créé votre projet, vous allez déjà avoir, là, ça je l'ai parce que ça fait partie du pack qu'on a installé au tout début, mais n'utilisez pas ceux-là. OK? Allez un petit peu plus bas, puis vous allez avoir SM_door. Cliquez là-dessus. Et voilà, vous allez avoir cette porte-là. OK? Donc, le système d'Unreal de nomenclature, c'est SM pour Static Mesh Door. Donc, il n'y a pas de confusion. Est-ce que c'est un matériau pour la porte? Est-ce que c'est une texture? Est-ce que c'est l'animation? Est-ce que c'est... Parce qu'une liste d'assets différents qui s'appelle Door, il y en a un puis un autre. Là. Fait qu'on va être très précis, on va appeler nos trucs quand on importe des éléments, des assets, on va les appeler avec le petit code. Fait qu'il y a SM pour Static Mesh, puis le code de couleur d'Unreal, c'est turquoise. Okay? Une petite ligne bleue en dessous. Donc voilà. Fait que là, qu'on l'a dans la scène, vous la voyez, puis on peut la manipuler. OK, je peux la déplacer, je peux la scaler, je peux faire tout ce que je pourrais faire dans mon éditeur. Pour l'instant, assurez-vous, puis c'est comme ça par défaut, qu'on est à 0, 0, 0. En rotation, 0, 0, 0. Tout le reste, tout est beau. OK? Donc, deuxième étape, on veut une deuxième static mesh qui va être la door frame, le cadre de porte. Et puis, laissez-moi vous montrer comment on va procéder. Si je ne fais rien, je fais juste cliquer sur Add Component, vous voyez que j'ai ma door de sélection, la porte, la static mesh ici, est sélectionnée. Fait que si j'en amène une autre, static mesh, vous voyez qu'elle est liée à ma porte. On appelle ça parenté. Okay? C'est un parent, ça c'est le parent, ça c'est le child, c'est l'enfant. Le système là, en 3D, pas en 3D, en asset digital, je dirais, c'est que un parent influence son enfant, donc l'enfant est dépendant de son parent. Puis on ne veut pas vraiment ça dans notre cas ici. OK? Donc, ma static mesh, je vais probablement la renommer pour qu'on sache exactement avec quoi on dit. Donc, door frame. Mais je veux la rendre indépendante, je veux la rendre unique. Fait que je vais juste la mettre au-dessus. Fait que, en fait, je clique sur door. OK? Je la drag and drop, là, left click. Et je fais ça pour que les deux soient égales. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'il y ait de petites flèches sur une static mesh, à moins que c'est ça qu'on veut faire. Dans certains cas, c'est ce qu'on veut. Mais dans notre cas ce matin ici, on ne veut pas ça. Fait que là, ma door frame, bien évidemment, on ne la voit pas. Pourquoi? Parce que j'ai rien ici. Il faut que j'aille loader une mesh. OK? Donc, je retape door, je peux taper frame, par exemple, puis vous allez voir SM door frame. Bam. Là, vous voyez, est-ce que j'ai touché à mon scale? Non. OK, ça c'est bizarre.
OK, le scale a été... OK, ça ne vous arrivera pas. Vous, elle va ressembler à ça. OK, moi, je l'ai manipulé un peu avant. Fait que Comment tu fais pour séparer le door frame du door à gauche, là? j'ai juste drag and drop. Je l'ai mis, en fait, sur la porte. Tu vois, si je la remets, ça l'apparente. Puis si je le refais encore une fois, ça la rend indépendante. Parfait, merci. C'est simple. Ça fait plaisir. Oui, Xavier? Ouais, moi, à droite, j'ai pas de static mesh pour aller chercher la door. Est-ce que ça ressemble à ça ou est-ce qu'il faut juste que tu déroules pour aller la chercher? Je regarde à droite, Ouais. puis j'ai Prends ton temps. Tu as le panneau détail? Oui, exactement. J'ai OK. variable, transform, sockets, rendering, Ouais. trick tags, component, activation, cooking, events. Est-ce que physics. tu as ta static mesh de sélectionner ici? À gauche? C'est mon problème. Et voilà, parce que moi non plus, tu vois, si je fais default scene route, c'est ça que tu dois avoir. Perfect, my bad. Ouais, exact. Non, c'est pas un problème. On est là pour apprendre. C'est comme ça que le système fonctionne. C'est exactement comme ici, le World Outliner. On va le mettre de côté pour l'instant. Fait que si je sélectionne ça ici, oh, ça va vite un peu. Un petit peu trop de vitesse. Donc, si je sélectionne ce truc-là dans mon World Outliner, là, j'ai mon panneau de détail qui s'ouvre et qui me donne les options de matériaux, static mesh, etc. Si je clique sur un autre élément, qui est là, le ciel, là, j'ai d'autres types d'éléments disponibles. Fait que c'est le même principe. OK, good. Okay. Merci. Parfait. Donc, voilà, nous avons notre... Puis là, c'est ça, là, vous gérez votre viewport, vous cliquez avec les flèches puis tout le kit, là, ça se comporte exactement de la même façon. Donc, je vais venir le mettre, puis là, il ne faut pas virer fou, mais il faut quand même que ce soit assez bien placé. Okay? Assurez-vous que ça ne dépasse pas, vous n'êtes pas en plein milieu, qu'il n'y a pas un offset comme ça. Essayez de l'avoir, que la porte soit vraiment bien placée. Okay? Ça va avoir une petite influence sur ce qu'on va faire dans le futur. Fait que là, donc, on a nos deux static mesh. Tout va bien. Je reclique sur Default Scene Route pour éviter de parenter quelque chose, okay? De mettre quelque chose en lien avec le reste. Donc, je me mets en Default Scene Route, je vais ajouter un component, puis là, on va aller chercher quelque chose de différent. Fait scroll down, vous allez être dans collision, puis on va avoir un box collision ici. OK? Je sélectionne ça, et je vais le renommer Trigger. Tout simplement. Donc, c'est un box collision, et je l'ai renommé manuellement, je l'ai renommé Trigger. Tout ça, c'est beau, tout ça, c'est le fun. On a tous nos éléments nécessaires pour commencer à faire les nodes, à faire la programmation en tant que telle. En fait, oups, pas aller trop vite, il faut que j'ajuste mon box collider. Vous voyez, c'est comme un volume, là, le box collider. C'est comme ce qu'on a utilisé pour les collisions. Et d'ailleurs, ça gère les collisions, évidemment. Et moi, ce que je veux faire, c'est de le mettre devant la porte. Je vais le mettre à peu près la largeur de la porte. Et puis, on va se donner un petit peu de marge de manœuvre comme ça. Pour que ce que je veux faire, je vous l'annonce, on va essayer de mettre égal des deux bords. OK, c'est pas mal ça. Donc, la première méthode pour ouvrir la porte, ça va être très, très simple. On va s'avancer. Le joueur va entrer dans le box collider. D'ailleurs, je vais le mettre un petit peu plus gros, un petit peu plus long comme ça, pour que ça soit plus évident. Puis, dès que le joueur va entrer dans la zone, la porte va s'ouvrir avec une rotation. Elle va s'ouvrir comme ça, à 90 degrés, de façon comme automatique. On n'aura pas besoin d'appuyer sur quoi que ce soit. Ça va se faire avec ce qu'on appelle, là, on le met en trigger zone. Okay? Le volume va juste déclencher une animation. On va créer l'animation de la porte. Ça va être très simple, vous allez voir. Et puis, on va donc la déclencher avec ce volume-là. Okay? Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, ajustez votre volume, sélectionnez-le, ajustez avec le Scale Tool, avec l'outil pour le placer comme il faut, etc. Une fois qu'on a ça, donc on a nos trois éléments. Door, door frame, trigger. Vous voyez ici, on a un bouton qui s'appelle Compile, puis ils nous disent Dirty, needs to be recompiled. Fait que le terme compile, c'est en programmation, ça veut dire comme updater
ou sauvegarder. En fait, ça veut dire vraiment updater. Fait que je fais compile, ça prend une seconde parce qu'on n'a rien vraiment de bien compliqué. Puis quand vous avez un beau petit check, ça vous dit good to go. Okay? Ça veut dire qu'on a mis à jour notre blueprint jusqu'ici. On peut faire save aussi. Ça prend une seconde. Mais il faut tout le temps compiler, recompile quand on fait des changements. Okay? Donc là, tout est beau ici dans notre viewport. On a tous nos éléments. On va aller dans Event Graph. Dans Event Graph, vous voyez, on a notre graphique. On a 3 nodes comme ça qu'on va supprimer immédiatement. Okay? On va repartir à 0. On va faire notre propre système. On n'en a pas besoin du reste. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va sélectionner notre trigger. Et avec notre trigger de sélectionner, je vais aller dans le panneau de droite. Je vais aller ici, puis je vais vous l'ouvrir pour que vous puissiez lire. Donc, voici les termes qui vont être importants. Les deux ici, là, on component begin overlap et on component end overlap. Ça, on va en avoir besoin très souvent. Fait qu'il faut absolument avoir le trigger de sélectionner, sinon vous n'allez pas voir ça. Fait, trigger de sélectionner, event, le premier, vous cliquez sur begin overlap. Donc, on component begin overlap. Clic. Et voilà ce que vous avez. Vous avez on component begin overlap, entre parenthèses, du trigger. C'est très important. Là, vous voyez, on peut lire. Event called when something starts to overlap this component. For example, a player walking into a trigger, ce qui est exactement ce qu'on fait. For events when objects have a blocking collision, for example, a player hitting a wall, see hit events. Donc, il nous donne l'information si on veut faire d'autres choses. Et nous, on est heureux avec ça, c'est exactement ce qu'on a besoin. Je reclique sur Trigger, dans ma liste de gauche, panneau gauche, et je vais aller chercher le On Component and Overlap tout de suite. Clic. Et vous voyez, ils se mettent de façon bien ordonnée, c'est parfait. Et lui, il nous dit « Event called when something stops overlapping this component ». Donc, overlapping, en anglais, ça veut dire superposer. Donc, si je reviens à mon viewport, c'est un peu ce qui va arriver, c'est que le joueur, le player capsule, va rentrer dans cette zone-là. Donc, il va overlapper mon trigger, qui est un box collision. Et puis là, dans notre event graph, dans notre programmation, on va venir déterminer qu'est-ce qu'on veut qu'il se passe quand le joueur vient overlapper notre trigger. Donc, c'est pour ça, c'est des termes, peut-être comme, c'est des longues phrases, là, on component, begin, overlap, mais vous allez vous habituer. En gros, c'est begin puis end. Okay? Donc, nous allons commencer. Et puis, c'est là où je veux vous dire que c'est très important de suivre ce qu'on fait dans le cours. Sur le guide, vous avez comme le résumé, mais j'ai fait une petite modification récemment. Ça, jusqu'à il y a très peu de temps, ça fonctionnait parfaitement, mais j'utilise quelque chose de différent pour l'instant. Donc, ne vous en faites pas, tout est dans le cours, on suit étape par étape et on le fait ensemble. Donc, je vais prendre ma connexion comme on faisait avec les matériaux. Là, fait que je l'amène ici et je vais aller chercher cast to character. Aussi simple que ça. Cast to character. OK? Donc, ça, c'est juste que donc, ça va être activé par le character. Quand le character se déplace, il arrive ici, il va se passer quelque chose. Je vais connecter l'objet à Other Actor. Juste ici. Je vais faire une copie. En fait, je vais dupliquer, donc CTRL-W, le même cast to character, puis je vais plugger la même chose de la même façon. Comme ça. Other Actor. Et le execute comme ceci. OK, ça va bien jusqu'ici. C'est pas compliqué. On va les cleaner un peu et on va continuer. La prochaine étape, c'est qu'on va créer une animation. Une animation bien simple. On va connecter ça donc à notre cast to character. Je vais aller chercher le node en faisant clic droit. Le node s'appelle Timeline. Okay. Et c'est celui-là ici. Add Timeline. Timeline node, alors, values to be keyframed over time. Ça, c'est
faites votre cours d'animation, vous comprenez, c'est la définition du keyframe animation. Donc, add timeline. On va renommer l'animation door opening, ouverture de porte, ou peu importe comment vous voulez le nommer. C'est toujours bon de nommer les animations pour savoir ce que ça fait quand vous allez en avoir 5, 10, 15, 20. Ça va aller plus vite au lieu que ce soit Animation Track 1, Animation Track 2. Ça va être un petit peu gossant. Donc, la porte, on va la créer, l'animation, mais on peut déjà tout de suite établir que quand on rentre dans la zone, le joueur, qu'est-ce qui rentre dans la zone? Le joueur va déclencher, va jouer l'animation qu'on s'apprête à créer. Quand on sort de la zone, l'animation va revenir à l'état initial. Donc, on va jouer l'animation. En gros, ce qu'on va faire, c'est une ouverture de porte à 90 degrés. Puis ensuite, elle va aller dans le sens inverse. Donc, on va faire plus 90 degrés. Puis quand on va sortir de la zone, ça va faire moins 90 degrés. Donc, elle va revenir exactement là où elle était. OK? Donc là, on va aller dans notre animation. Je vais double-cliquer ici. Et ça nous ouvre un autre panneau. C'est le panneau de la timeline, c'est l'animation. Donc là, on a quelques options ici. On va ajouter, on va faire ça, Add Float Track. OK? Puis là, vous voyez, c'est une courbe avec des valeurs. OK? Donc, c'est très, très simple. Je vais faire right-click n'importe où. OK? Je le mets ici, admettons. Je fais Add Key Curve Float, to Curve Float 0. J'ai une clé ici qui est sélectionnée. Vous voyez, je la sélectionne, je la désélectionne. Fait que là, j'ai le temps et la valeur de cette clé-là. C'est bien simple. La première, je vais la mettre à 0 et à 0. Donc, au niveau du temps, c'est à l'origine, c'est au début. Puis au niveau de la valeur, c'est à 0 aussi. Je vais mettre une deuxième clé n'importe où. Okay, juste pour vous montrer, on peut vraiment, comme juste pour la créer, on peut la mettre n'importe où, ça n'a pas d'importance. Elle est sélectionnée. Et là, je vais venir ajuster le temps et la valeur. Au niveau du temps, je vais mettre, je pense, je vais mettre une seconde. Puis la valeur, qu'est-ce que j'ai mis comme valeur? Je vais mettre 1 aussi. Pas plus compliqué que ça. Là, en animation, peu importe le logiciel que vous utilisez, vous allez tout le temps avoir ces deux petites fonctions-là, les deux petits trucs-là, zoom to fit vertical, zoom to fit horizontal. Cliquez les deux tout le temps dès que vous faites une update. Okay? Clic, clic. Et vous allez avoir toutes les clés de la première à la deuxième, à la dernière. OK? Donc, vous l'avez dans 3ds Max, dans votre Curve Editor, vous l'avez dans tous les softwares d'animation. Donc, c'est important, au lieu d'avoir à zoomer, dézoomer, replacer, c'est comme bien, bien, bien fatigant. Donc, toujours, clic, clic, puis vous allez avoir votre full screen tout ici. All right? Donc, on va faire deux petites choses. Donc, vous voyez, ça s'appelle New Track 0. Je veux la renommer. Je ne veux pas que ça s'appelle New Track 0. Je veux que ce soit un petit peu plus précis. Donc, je vais l'appeler, tiens, Door Opening 90. OK? Vous pouvez le nommer comme vous voulez, en autant que c'est clair pour ce qu'on fait. Donc, vous allez aussi changer la valeur ici, dans le temps. La valeur ici, en nombre, ça, c'est le nombre de secondes. OK? Là, ça durerait de 0 à 1. J'irais de 0 secondes à 5 secondes. C'est ici que je vais ajuster la valeur totale. OK? Fait que là, c'est à 5. Je vais le mettre à 1 ou 2, peu importe. On va le mettre à 1. Donc, il faut bien comprendre que sur notre curve, je vais sélectionner les clés. OK? Je sélectionne les deux clés. On a donc l'échelle du temps et on a l'échelle, donc la valeur de qu'est-ce qu'on veut faire. C'est comme du point A au point B de notre animation. OK? Est-ce que Frédéric, tu as une question? Ouais, j'ai pas compris là, ce que tu viens de dire, là, tu pouvais le changer à 5 ou. C'est ici. Par défaut, il est déjà à 5. Length. Ah, OK, la longueur du timer. Ouais, c'est ça, exactement.
la longueur totale du timeline en ce moment, elle vaut 5. Fait que si je mets valeur, tu vois, parce que j'ai le temps puis j'ai la valeur. Là, je le mets au temps 0. Ici, je l'ai mis OK. ici, le temps 1, mais valeur. Tu aurais une animation qui durait 1 seconde, puis après ça, tu aurais comme 4 secondes où il se passe Il y aurait rien. un délai. Exact. Il y aurait un délai. Donc, je le mets total, valeur totale, parce que c'est ça exactement. Si je reviens, laissez-moi vous le montrer visuellement, ça va être encore plus simple. Oups, je ne vais pas déplacer ça, je vais déplacer la ligne. Si je le mets. Ouais, c'est ça, il va tout le temps faire ça. Vous voyez, là, c'est que je zoome, c'est ça. L'animation totale, là, il est de 0 à 5. Mais vous voyez que mon animation, si je la mets à 1, ben, elle va faire du point A au point B. Puis après ça, il va y avoir 1, 2, 3, il va y avoir 4 secondes de délai où il ne se passe rien. Fait que c'est pas idéal. OK? Fait que je me mets. Oui, Benoît? OK, je pensais que c'était la longueur de ton animation complète, cette bande-là ou cette truc. Moi, ce l'est. C'est-à-dire que ce que tu vois qui est en gris pâle, ça, c'est la longueur totale de mon animation. OK. Donc, si je le mets à 2, tu vois, je viens de le couper, mais il va me rester quand même 1 seconde où il ne se passe rien. Parce que ma clé, c'est pour ça que je vous le montre comme ça, là, pour que vous compreniez bien le système dans Unreal. Donc, si je le mets à 1, puis j'ai mis ma valeur à 1, ben, c'est l'animation totale. De 0 à 1, ça va valoir 1 seconde totale, la length. Ça, c'est le contrôle de toute la durée de mon animation. OK. Okay? Parce que vous comprenez que dans une animation, je peux faire la porte ouvre, elle tombe sur le côté, elle flippe, elle skip, je peux faire plein d'activités. Vous comprenez? Donc, là, c'est juste la porte ouvre dans le premier carré, puis dans le deuxième, il se passe rien. C'est ça que je comprends. Dans quel carré tu fais référence? Là, je suis en train de zoomer. On voit plus de carrés. Attends, comme là, t'en as 2, le carré. Ben, en fait, t'en as 4. Mais c'est juste une indication. Regarde, la valeur est toujours la même. C'est juste que c'est subdivisé si je zoome. Tu comprends? OK, je comprends. Fait que fie-toi pas au nombre de carrés. Le nombre de carrés, c'est variable. Regarde, j'en ai un. Là, OK, de 0 à 1. C'est bon. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est où est-ce qu'elles sont mes clés. Ma clé est à 0, puis ici, ma clé est à 1. Fait que ça va être 0, 1 seconde. OK, première clé, porte fermée. Deuxième clé, porte ouverte. Porte ouverte, OK, c'est bon. Exactement. Okay? Donc là, on a fait une partie. Il va falloir qu'on lui détermine aussi ce qu'on va faire avec le blueprint, c'est l'angle de rotation, l'axe de rotation, etc. Okay? Fait que ça, c'est juste l'animation basic, là, c'est comme on dit, c'est un squelette d'animation. Okay? Donc, on a fait une partie, mais je veux qu'on fasse d'autres choses aussi. On va sélectionner les 2 clés. Vous tenez contrôle, vous sélectionnez vos 2 clés, puis vous faites right-click sur n'importe laquelle. Puis on va venir changer ce qui s'appelle le Key Interpolation, donc l'interpolation. Donc, on va le mettre à auto, puis regardez ce qui se passe. On a une curve bien plus smooth. On peut même d'ailleurs venir jouer avec les béziers ici. Hein. Puis on peut ajuster ça comme ça, évidemment. Juste qu'on aille une courbe un petit peu smooth, je la laisse à automatique, là, puis c'est parfait. Okay? Donc, ça, c'est un principe d'animation que si on a une ligne droite, elle va comme juste aller genre, au niveau de la vélocité, là, elle va juste atteindre sa vélocité maximale du suite. Puis c'est pas ce qu'on veut. On veut qu'il y ait le phénomène qu'on appelle ease in, ease out. Donc, on veut que ça accélère jusqu'à la pleine vélocité. Donc, c'est vraiment un principe de base que on ne le sentira pas trop parce que c'est très simple comme animation. Oui, Marc-André? Pour claquer la porte, il faudrait juste mettre le bézier carrément vers le haut, j'imagine. Quelqu'un qui smasherait la porte. Il faudrait jouer avec ça. Mais... c'est ça, c'est vraiment juste de le mettre en ligne droite vers le haut le plus à pic possible, j'imagine. Oui. Pour l'instant, on va garder ça bien simple. Puis oui, si on veut une porte automatique, porte genre de centre d'achat, peu importe, avec une valeur vraiment juste constante, bien là, à ce moment-là, on va utiliser un autre truc d'interpolation. Mais anyways, pas besoin de se perdre dans les explications pour ça. Là. On a fait notre animation. On revient. Fait que là, c'est juste la manipulation qu'on prenait bien. Okay? On a ajouté un tab en créant notre animation. Fait qu'on vient à Even Graph ici. Okay? Là, vous voyez, je l'ai renommé au début, mais j'ai renommé la track. Peu importe le nom que vous allez donner, ça va venir lui créer un autre input ici. OK? Donc, je vais juste déplacer ça un petit peu sur le côté. On va aller ici. Là,
on va ajouter quelques notes. Donc, je vais faire l'update. Je vais amener ça dans un set relative rotation. Donc, tapez-le tout en un bloc. Okay? Set relative. Il y a location, il y a rotation, puis il y a transform. OK? Fait que, puis il y a location and rotation. Fait que nous, ce qu'on veut, c'est rotation. Set relative rotation et choisissez celui qui a le terme de la porte entre parenthèses. Donc, la porte, c'est, peu importe comment vous l'avez nommé, là, si vous l'avez nommé quelque chose d'autre, si c'est porte en français, ça va être porte. Si vous avez un autre terme, il faut absolument que ça réfère à cette static mesh-là. Set relative rotation avec la porte. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est ça, c'est set relative rotation. Et il y a déjà une target qui est la porte. Okay? Si jamais vous ne l'aviez pas, by the way, vous l'oubliez, vous ne prenez pas la bonne, bien, vous allez dans votre liste ici, puis vous drag and drop, et vous l'avez. Okay? Donc, les éléments qu'on a ici, on peut les drag and drop dans notre event graph. Mais pour nous simplifier la vie, les outils sont quand même bien faits dans Unreal. On va chercher le node qu'on veut, puis il sait déjà qu'il faut que ça soit attribué à une static mesh. Donc, on peut le sélectionner déjà dans la liste. Oui, Benoît? Est-ce que ça existe, set relative slidation pour que non. Ça va être location. OK, location. Ouais. Okay, so. C'est pour que la porte slide. Ouais, c'est la prochaine étape qu'on va faire. C'est l'autre méthode. Ouais. Bon, donc, la première méthode, c'est plutôt classique, une porte qui ouvre avec une poignée, une porte d'intérieur, si vous voulez. Fait que c'est ça avec quoi on commence. Fait que dans cette méthode-là, OK, là, on a notre set relative rotation et on va avoir besoin de lui déterminer exactement quel angle. Est-ce qu'on veut qu'elle ouvre à 30 degrés, 90, 180? Il faut qu'on lui détermine. Attends, je regarde le message de Kevin. Frame. Ouais, c'est ça le nombre de frames exactement. Ça va déterminer la vitesse à laquelle. Et puis si ton animation complète a 300 frames, comme on a fait ici, si elle avait, mettons, 300 frames, mais que ton action fait juste 10 frames, ben, tu vas voir l'action, puis là, après ça, un long bout où il ne se passe rien. C'est exactement le principe qu'on vient d'appliquer. On a réduit le temps complet pour que notre animation soit de 0 à 100% d'une shot, puis qu'il n'y ait pas de délai après. OK? Donc, voilà. Donc là, on va aller créer dans notre menu, ici, on va aller en bas, on va aller dans le menu variable, puis on va créer une nouvelle variable. OK? Fait que je clique là-dessus, puis on va la renommer. On va l'appeler tout simplement angle. OK? Ou angle, mais ça revient au même. Et puis, on va lui changer son type. OK? Vous voyez, il y a un code de couleur là, avec Unreal. Donc, on a des Boolean, byte, integer, ça vous dit probablement rien pour bien du monde. Ceux qui font de la programmation, ça leur dit quelque chose. Mais le type de variable va vraiment changer qu'est-ce qu'on peut faire avec. Fait que nous, on veut que ce soit une float. OK, donc vous cliquez ou bien sur le petit logo ici, la petite couleur, c'est un système de couleurs, comme vous le voyez, ou vous pouvez le sélectionner, puis aller ici dans le panneau de détail et venir cliquer sur le variable type. Donc, vous changez par rapport à Boolean, vous mettez un float. OK, aussi simple que ça. Là, on va le drag and drop dans le viewport et vous allez avoir le choix entre get, la variable, ou set angle. Get angle ou set angle. Nous, ce qu'on veut, c'est get. Qu'est-ce que ça fait, get? C'est la même chose que la porte. Il y a plusieurs floats dans nos... Tu vas voir, on s'apprête à aller en chercher un autre. Donc, celui-là, il est affiché ici, c'est-à-dire que si tu cliques sur ta variable, tu vas voir son type ici. Et puis, le système dans Unreal, c'est même si tu ne le vois pas, ben, tu sais qu'il est vert, fait que c'est une float. OK? Par exemple, celui-là, ben, ça, c'est un autre système. Ce n'est pas une variable, c'est une static mesh. Fait que le code, c'est qu'il est bleu. OK? S'il était rouge, tu vois, je vais changer son type.
Là, il va me demander est-ce que tu veux vraiment changer le type? Oui. Il recompile. Puis tu vois maintenant les rouges. Je vais revenir parce que j'ai vraiment besoin d'une float. Est-ce que tu veux changer le type? Oui, évidemment. Merci beaucoup. Et il est vert. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis là, je commence après à aller utiliser un autre float. Donc, je vais dans mon animation, dans mon Door Opening 90, donc qui est la track d'animation que j'ai créée ici. OK? Donc, je vais venir chercher une nouvelle node qui s'appelle Float Multiplication. Donc, c'est float by float. Fait que vous tapez float, okay, comme flotter, F-L-O-A-T, et puis vous en avez toute une tralée. On a float minus float, float multiplication, float division, float addition, float small, je l'ai dit en anglais, là, mais donc plus petit que smaller than, smaller or Nicolas? equal. Oui. Mon Unreal a planté. Comment tu as fait pour avoir le angle, là, le vert à côté, là? Juste le dessus comme ça? On a créé une nouvelle variable ici, en faisant Ok. le petit plus. Et puis, je l'ai changé, son type, je l'ai mis à float au lieu de boolean. OK? Donc, float smaller than float, float smaller or equal to float, float greater than float et greater or equal to float. OK? Donc, ça, c'est les principales qu'on a. Nous, on veut la multiplication. C'était Voilà. get angle ou c'est set angle? Set? C'est get. OK. Le premier. Ouais. Merci. Parfait. Donc, ma track ici arrive dans multiplication, il arrive dans la valeur du haut. Je pourrais juste rentrer une valeur comme ça, puis dire 30, 90. Je pourrais le faire manuellement. Mais tant qu'à ça, on s'est créé une variable. Et puis là, vous voyez, on n'a pas besoin de l'afficher. Si je veux changer quelque chose, je vais le faire ici. Puis d'ailleurs, très important, vous voyez que nulle part ça dit 90 degrés. Okay, j'ai créé ma variable, j'ai changé de type, mais je n'ai pas de valeur. Puis vous voyez ici, j'ai default value. Il me dit please compile the blueprint. Je vais le faire, je vais écouter ce qu'il me dit. Et tada! J'ai maintenant ma valeur que je peux ajuster. Donc, je le mets à 90. Et maintenant, mon angle ici est à 90. OK? Ici, tiens, je vais venir set rotation, ce que je vais venir faire, new rotation. OK, vous voyez là, il gère les X, Y et Z d'une shot. Moi, ce n'est pas ce que je veux. Je vais faire right-click et je vais faire split struct pin. Donc, en faisant right-click, je clique sur split struct pin. Et ce que ça fait, c'est qu'il me sépare chaque angle de rotation. Qu'est-ce que c'est ta... Attends, c'est quoi ta question, Jean-Michel? Ouais, c'est float multiplication. Donc, float by float. Puis, ouais, c'est ça, le petit logo, c'est Astérix. C'est pas multiplication, c'est pas un X. Ce qui est un peu... ce qui porte à confusion, là. Si je vais taper ici, float. D'abord, ici, là, vous voyez la multiplication. C'est ce petit symbole, c'est vraiment l'astérix qui est dans votre clavier numérique à droite de votre keyboard. OK? Donc, multiplication. Donc, ici, encore une fois, j'ai fait right-click, split struct pin. Et puis, donc, on a chaque angle de rotation, ce qui est très important pour ce qu'on fait, parce qu'il y a tout le temps 3 axes de rotation. OK? Pour ce que nous, on veut faire, ça va tout le temps être le yaw. OK? Fait qu'on a le yaw, le pitch, le roll, pour spécifier quelle est la rotation exactement. Donc, sur le yaw, la rotation va être à 90 degrés, parce que mon angle ici, n'oubliez pas de faire compile pour que votre valeur ici s'affiche, que vous puissiez lui rentrer une valeur. Fait que je vais faire compile. Je pense que j'ai tout. Je vais juste vérifier. Je fais compile. Si j'ai un beau petit X, un petit crochet vert, ça veut dire que tout va bien, il n'y a pas de problème. Oui, Vincent? Même quand j'appuie sur la flèche pour descendre le Set Relative Rotation, j'ai pas IA. Set Relative Rotation. Parce que tu n'as pas fait right-click, split struct pin.
Right-click. Split spin. Split struct pin qu'il faut que tu cliques. Ah, Tu ok, vas avoir merci. tout ça. Voilà, parfait. OK, donc une fois qu'on a ça, toujours avant de passer à la suite, faites tout le temps compile. OK, good to go. Et puis, on va le tester. On va regarder si ça marche. Laissez-moi amener ça dans l'autre écran. Là, il faut drag and drop. Vous voyez maintenant notre blueprint. Il y a un autre thumbnail. Il y a les éléments qu'on lui a ajoutés. Fait que je le drag and drop. Vous voyez que ce n'est pas juste une porte, c'est la porte, le cadre et évidemment le box trigger. Fait que là, je fais une rotation 90 degrés. Je vais l'amener plus proche de mon joueur. Je l'amène ici. Puis en fait, je vais déplacer mon joueur pour qu'on ne perde pas de temps et qu'on fasse donc directement devant la porte. Donc, je fais play. Puis là, c'est le moment de vérité. On va voir si ça marche. On a eu des petits problèmes hier avec l'autre groupe. Et ça marche. Fait que la porte ouvre. On va voir maintenant si je passe au travers. Oui, tout va bien. Et vous voyez, laissez-moi me mettre en plein écran qu'on voit bien. Donc, je viens de l'autre côté. Ça marche aussi parce que je suis dans le box trigger. La porte s'ouvre, elle est à 90 degrés. En autant que mon joueur est dans le box trigger, la porte reste ouverte à 90 degrés. Je traverse, elle se referme dès que je suis sorti du box trigger. Si je rentre dans le box trigger, elle s'ouvre et elle reste comme ça. Vous comprenez le principe. Et puis là, au niveau donc, de la vitesse et tout ça, on peut le contrôler avec les valeurs. OK, fait que je reviens avec mon blueprint ici. Laissez-moi juste le minimiser, on peut même voir tout ça dans l'écran. OK, comme ça. Donc, si je veux changer les valeurs, le temps, etc., la vitesse, je vais venir jouer avec tout ça. Fait que, est-ce que je peux faire ça? Ouais. Good. Donc, je peux venir mettre, on va doubler ça. Okay? Je vais mettre la longueur totale de 2 secondes. Je vais venir sélectionner ma clé, ma deuxième clé, évidemment, puis je la mets à 2 secondes. Puis je fais hop, hop. Puis là, je vois que je passe de 0 à 2. Je fais compile. Je vais mettre ça de l'autre côté. Je fais play. Vous voyez que là, le délai est plus long parce que c'est 2 secondes. Et je passe au travers. Là, il y a un petit truc qu'il faut que j'ajuste. Vous voyez que ma porte, elle n'a pas de collision. OK? Ça, c'est pas de ma faute, pas de votre faute. C'est que dans Unreal, il n'y a pas de collision sur la static mesh en tant que tel. Oui, il faut mettre 90 degrés. La variable, tu vois, si tu n'as pas fait recompile, dans default value, ça va dire please recompile. Donc, fais compile. Et puis ça va apparaître, puis tu mets 90. OK, donc confirme que ça marche bien. Et là, nous, ce qu'on va aller faire, ouais, c'est ça, si on ne met pas l'angle, c'est sûr qu'il ne se passe rien. Parce qu'en fait, ça marche, juste que le mouvement, il n'existe pas. Parce qu'il passe de 0 à 1 dans quoi? Dans 0 degré. Fait il fait ton mouvement, mais tu lui as dit 0 degré. Fait que lui, il fait la bonne affaire, mais évidemment que ça produit rien. Fait qu'on va aller dans notre menu, ici dans notre viewport. Je clique sur Door. Et puis, je vais aller dans mon Content Browser. Okay? Fait que la fameuse loupe, là, à quoi elle sert? Elle sert à... Si je pouvais avoir mon Content Browser qui est ici. Où est-ce qu'il est? OK, moi, il est docké. Parfait. Donc, on va aller dans le Content Browser. Donc, c'est la source directe. OK? Je vais double-cliquer sur la static mesh de la porte qui est ici. Et puis, on va voir, il est où le problème? Simple Collision. Complex Collision. Bon, il y a bel et bien une Complex Collision, mais on ne l'utilise pas. Fait qu'il n'y a pas de Simple Collision. Là, c'est une porte bien simple. Fait qu'on va faire ça bien simple. On va aller sur Collision, Add Box. Et puis là, elle a une collision. Je vais juste m'assurer qu'elle ne dépasse pas trop des côtés. Non. Oui, Marc-André? Est-ce que c'est normal quand que je mets 2 secondes au lieu d'une, la porte rouvre juste à moitié? Non, c'est pas normal. Elle rouvre de 45 degrés à 2 secondes, puis si je la remets 1 seconde, elle rouvre au complet. La length en haut.
Ouais, c'est ça, ce que tu as doublé la length. J'ai pas doublé la length, je pense. Et voilà. Parfait. Ouais, c'est bon, Parfait. fait qu'elle rouvrait juste. C'est bon, merci. C'est un principe, ça fait plaisir, c'est un principe d'animation. Et je sais que ça fait beaucoup de paramètres, il faut réfléchir à tout ça, mais je pense que c'est une bonne chose qu'on les mette en application. Parce que vous voyez ce que vous apprenez dans votre cours d'animation, que vous aimiez ça ou pas l'animation, que vous voulez devenir des animateurs de caractère ou pas, on s'en fout de ça. Vous allez en faire en masse l'animation. En level, en game design, on va gérer beaucoup, beaucoup d'interactions puis de mécaniques avec des animations. Fait que comprendre les principes de base d'animation, le keyframing, le curve editor, le dope sheet, toutes ces histoires-là, que vous allez voir probablement, ben vous allez les appliquer éventuellement dans l'engin. Puis ça va devenir vraiment, vraiment important. Ça va vous aider à faire ce que vous voulez finalement. OK? Fait que donc, j'ai ajouté une box collision simple. Je vais faire save. Puis on va regarder. Ça se peut, je vous le dis à l'avance, ça se peut que ça nous pose des petits problèmes. On va voir. J'ai pas vu comment tu avais fait pour mettre la box collision. J'ai été dans mon static mesh door. Ouais, je suis dedans. T'es dedans, parfait. Fait que si tu cliques sur Simple Collision, par défaut, il n'y en a pas. Tu ne verras rien, right? Il n'y a pas de collision par défaut. Parfait. Donc, tu vas tout simplement dans Collision ici, dans Add Box Simplified Collision. Ah, OK. Parfait. Puis ça va te donner une collision simple, une box très, très simple, qui ne pèse rien et qui fonctionne très bien. Fait que tu fais Save après, très important. Oui, Pamela? Au niveau de la collision, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'on peut faire la box plus petite? Tu sais, comme là, elle encombre vraiment les deux poignées de porte. Est-ce que ça gosse si jamais on la réduit vraiment sur la grosseur de la porte? Vraiment pas si compliqué que ça, regarde. Tu fais ça. Puis c'est réglé. Fait que ça ne change rien au final. C'est vraiment tant qu'il y a une collision, le player ne pourra pas passer à travers, même si la collision est plus petite. Si elle est vraiment mal faite, OK, puis tu as quelque chose comme ça, ça va nous poser des problèmes parce qu'avec la rotation, elle va venir embarquer sur la door frame, le cadre de la porte. Ouais. Après ça, il y a plein d'autres potentiels problèmes là, qui vont peut-être apparaître. On n'a pas besoin d'avoir des collisions super, super précises, mais il ne faut pas que ce soit n'importe quoi non plus. Fait qu'au niveau de la poignée, écoute, je te dirais que pour ce qu'on fait en ce moment, ça ne posera pas de problème si elle était comme ça. Ça ne posera pas de problème. Si on fait du VR, puis qu'on veut absolument que notre Oculus Touch y aille sur la poignée, bien là, la collision, je la mettrais grosse comme la poignée. Tu comprends? OK, ça prendrait une selon ce qu'on fait. Genre. Selon ce qu'on fait, je veux pas, évidemment, je veux que le joueur y aille prendre, qui place son contrôle là où est la... Mais au final, il y aurait deux collisions, c'est ça? Il y aurait non, regarde, une petite là, collision c'est la même. C'est la même. Mais écoute, ouais, c'est un bon commentaire. Je te dirais que oui, ça en prendrait une quand même, parce que sinon, le joueur va passer au travers. On va passer à travers la porte, c'est ça. Fait que j'irais chercher, je ferai une copie, tu vois, j'ai une deuxième collision. Puis on ferait une plus petite comme ça, à peu près de même, puis je la ferais, tu sais, je lui donnerais quand même pas mal de longueur là, pour qu'elle aille d'un bord puis de l'autre. Puis ça irait. Mais là, il faudrait que j'aille d'autres blueprints, là, vous comprenez, là, on se lance dans d'autres choses. Je fais juste une explication. Oh, oui, c'est juste sur les collisions. Oui. Donc, j'aurais besoin de quelque chose comme ça si, par exemple, on faisait du VR. Mais si, étant donné que nous, on n'en fait pas, aucun problème. Ça, ça fonctionne très bien. Parfait. Tu vois, tu peux l'ajouter. Oui, ça fait plaisir. Tu aurais pu la laisser comme elle était. Encore une fois, pour ce qu'on fait, tout va très bien. Tu sais, tout est en fonction du jeu, du game mode, des mécaniques qu'on utilise. Et c'est ça qui nous donne les réponses de comment on travaille. Fait que c'est très important de se poser des questions. C'est comme, prenez l'habitude de faire ça. Là. Ça marche-tu si je fais ça? Parce que des fois, vous allez juste faire les trucs comme, mettons, vous regardez un tutoriel, comment ouvrir une porte. OK, c'est comme ça. Ah, ben, c'est le même. Mais dans le contexte de votre jeu, ça ne fonctionnera peut-être pas bien. OK? Donc, c'est ça qui est très important, c'est de vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que Marc-André, tu as une autre question? Du tout, je baisse là. Non? Aucun problème. Donc, une fois que vous ajustez votre collision, que vous la créez, premièrement, puis que vous l'ajustez, sauvegardez, allez aussi dans votre blueprint, puis aussi sauvez-la. Faites une sauvegarde. Quand vous voyez une petite étoile, une petite astérix, ça veut dire qu'il n'est pas sauvé.
Généralement, il va quand même fonctionner, mettons la collision, mais moi, je préfère tout le temps sauvegarder puis m'assurer que tout fonctionne. Donc là, c'est le moment de vérité. On va voir si ça crée un problème. On fait play. Je laisse la porte s'ouvrir, ça marche. Évidemment, je ne peux pas passer au travers, mais je peux passer au travers du cadre de la porte, donc tout va bien. OK, mais évidemment que si, vous voyez, je ne peux pas aller plus loin que ça, parce que j'ai une collision, puis ma collision est ajustée de cette façon-là. La capsule du joueur entre en collision. Vous voyez, je ne peux pas comme aller le nez dans la porte. Là. Est-ce que c'est un problème? Non. En troisième personne, je pense que c'est correct. Peut-être que 90 degrés, c'est pas parfait. OK, mettons que les portes devraient ouvrir idéalement dans ce sens-là. J'aimerais peut-être qu'elle ouvre un petit peu plus, peut-être 120 degrés. Je n'irai pas jusqu'à 180, c'est ridicule, mais peut-être 90, peut-être 100, 110, 120. Je l'essaierai. OK, mais au final, je veux dire, en ce moment, tout fonctionne. Puis vous voyez, si je rentre puis je sors, elle réagit immédiatement. Donc, l'animation est bien connectée, elle est bien construite, elle est bien planifiée. Oui, Émeric? Tout ça, ça marche, c'est très beau, mais enfin, je me suis demandé tout d'un coup, là, comment ça n'a pas exactement rapport à ce qu'on fait right now, c'est comment est-ce qu'on fait pour baisser ce que Unreal considère comme étant l'infini. Parce qu'en fond, moi, j'ai voulu que mon vaisseau soit plus proche du landscape, ce que veux pas, ça a fait baisser de tout le reste. Et du coup, ça fait en sorte qu'à cette heure, je peux même plus accéder à mon personnage, il tombe directement à travers le vide, comme s'il était déjà à la limite de la zone. On peut-tu baisser ça ou faut-tu que je remonte? Ah, tu veux dire au niveau du landscape? Non, en fond, c'est genre, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fond, ça considère que genre j'ai tout baissé le landscape, landscape et tout le kit d'un cran, pour être plus proche du sol, genre l'affaire. Puis du coup, à cette heure, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne que mon personnage il tombe à travers tout le reste, comme s'il avait sauté de la plateforme puis il est tombé dans l'infini de Unreal. Puis si tu remets ton landscape où est-ce qu'il était, puis que tu bougeais le reste, admettons, est-ce que c'est possible, parce que là, il faudrait que j'enlève, que je touche à toutes les mèches en même temps. Mais écoute, ça, je te dirais que normalement, il y a une collision sur le landscape. Fait que quand tu tombes sur le landscape, il devrait s'arrêter. Il ne devrait pas passer au travers. Tant que tu as du landscape en bas de ton player, il ne devrait pas passer au travers. S'il passe au travers, ça me semble être un glitch, un bug. Peut-être sauvegarde puis réouvre, parce que ça ne me semble pas être quelque chose de consistant. Donc, OK, on regardera ça peut-être plus tard. Donc, Benoît? Oui. Dans le fond, je me demandais, parce que là, on regarde ça, là, la porte qui rouvre et qui ferme, mais elle rouvre juste d'un sens. Fait que, dans le fond, c'est quoi la marche à suivre pour qu'elle rouvre, mettons, dans les deux sens, dépendamment de où ton personnage est? Ouais, écoute, ça, c'est juste un tout petit peu plus complexe. Pas que je ne veux pas le montrer ce matin, mais on va y revenir éventuellement à ça. Okay, pour l'instant, je vais juste montrer comme quelque chose de simple, puis je vais montrer l'autre façon de faire la porte. Honnêtement, c'est pas que ça ne me tente pas, mais c'est qu'on est 20 dans le groupe. Il y a des questions, on va juste dépasser, puis je peux juste pas dépasser. Fait que, bon. Mais c'est rien de bien compliqué. Okay? Fait que la première façon, c'est juste d'ouvrir comme ça. Puis après ça, c'est ça. En tant que tel, les portes, disons, classiques, standards, ouvrent d'un seul côté. Il y a des portes de restaurants. Il y a des portes qui ouvrent des deux bords, là, mais la plupart vont ouvrir d'un bord. OK? Donc, ça marche. On va faire notre deuxième méthode maintenant. OK? Donc, on va utiliser un autre blueprint. Si on a le temps, on va revenir après à ton problème. C'est juste qu'il faut vraiment que je me concentre sur ce qu'on a à faire. Donc, allons dans le Blueprint Door. On va se créer un deuxième blueprint. Même chose, Blueprint Class, acteur, même chose. On va l'appeler Blueprint _ Door _ 2, tout simplement, là, avec la deuxième méthode. Ce qu'on va faire avec cette méthode-là, ça va être une porte, ça va fonctionner beaucoup plus avec votre concept de science-fiction. C'est une porte qui va glisser. Okay? Fait, ou bien vers le haut, ou bien vers le côté, c'est comme vous voulez. Fait que la méthode va être un petit peu différente. Fait que je double-clique. Donc, ça va être exactement le même principe pour le début.
on va aller chercher un component static mesh. Ici, on va l'appeler door. On va prendre la même porte là, pour le bien de la cause. On va garder ça très simple. Évidemment, vous pourriez prendre n'importe quelle porte que vous aviez, n'importe quel panneau. Ça fonctionnerait mieux. Là, c'est sûr, ça va être bizarre un peu. C'est une porte classique. Mais on va juste l'utiliser pour le principe. Vous utilisez n'importe quoi, puis ça va fonctionner. Donc, on va utiliser une deuxième static mesh. Encore une fois, je clique sur Default Scene Root avant de cliquer sur Add Component. Et je vais aller chercher une autre static mesh. Et celui-là, je vais l'appeler Wall. On va voir le mur et on va voir la porte. Donc, le mur, ben, c'est pas compliqué, je vais taper Wall. Et puis, dans notre Starter Content, on a un dossier d'architecture. Puis, on a des trucs très standards, là, des murs avec des ouvertures pour les fenêtres, les portes, etc. Fait que je vais aller avec Wall Door 400 par 300, 400 par 400. Ça pas vraiment de problème à ce niveau-là. Et vous voyez, j'ai ma porte. Ma porte, très importante, je veux la garder à 0, 0, 0. Rotation, 0, 0, 0. Le mur, lui, comme c'est pas lui qui va bouger, je peux le modifier, je peux le changer. Fait que je vais faire 90 degrés. Puis je vais venir l'ajuster. Vous voyez qu'il ne fit pas 100%. La porte, c'est vraiment pas grave. Je pourrais me dire, ah ouais, mais je veux vraiment qu'il fit cette porte-là. OK, on va le scaler. C'est vraiment pas grave. Je vais me mettre comme ça, scaler un petit peu. Si je vais à l'œil, on s'en fout un petit peu pour l'instant. C'est vraiment pas très grave. C'est juste pour faire une démonstration. OK, fait qu'on a notre porte, puis on a notre mur. De quoi on a besoin, comme tout à l'heure, d'un box collision. Donc, Add Component. Dans la section Collision, on va aller à Box et on va appeler ça Trigger encore une fois. Parce que c'est la même chose. On va s'en servir de la même façon. Comme ceci. Je vais faire la même chose. Mais vous savez qu'on a aussi un volume correct des deux bords pour qu'on a... Puis honnêtement, je pense que je vais même l'exagérer un peu comme ça. Il ne faut pas que ce soit trop, parce que si on fait juste passer devant, qu'on est dans un corridor, toutes les portes vont s'ouvrir, c'est peut-être ça qu'on veut aussi, fait que c'est comme ça qu'on le ferait. Mais, OK, faites jamais des trucs comme ça, parce que vous soyez en première personne ou en troisième personne, c'est pas vraiment agréable là, que tu sois obligé d'aller coller sur la porte. Donc, donnez-vous tout le temps une petite marge de manœuvre pour que, mettons, la valeur, c'est un joueur, une capsule player. Là. Donc, la dimension du joueur à peu près, là, qui rentre complètement dans le trigger. Oui, Brick? Est-ce que toutes les statistiques mesh partent avec de la collision ou non? Non. Tout est en fonction de... par défaut, là, si tu l'importes, si tu crées une static mesh, n'importe quoi dans 3ds Max, puis tu l'importes, il n'y aura pas de collision. Il faut que tu la sets de façon automatique, genre avec ce qu'on a fait, le box collision, ou capsule collision, ou whatever, là, simple, complex. Il y a comme des méthodes automatiques dans Unreal, ou on peut les faire custom, comme on avait vu avec le pont. Genre, mettons, j'avais fait la collision pour le door, mais le door frame, j'avais pas fait de collision, pourtant je passais pas à travers. Ben, si il n'y a pas de collision, tu vas passer au travers. Si tu regardes comme il faut, c'est juste que si la porte est au milieu et elle a une collision, tu ne le verras pas. Mais si tu l'isoles, tu vas voir que tu vas passer au travers du corps. S'il n'y a pas de collision, on passe au travers. Ça, c'est sûr, c'est bon. Parfait. Donc, voilà, on a notre trigger, on a notre porte et notre mur, mais on a tout ce qu'il faut. Donc, compile. On va aller dans notre Even Graph, même procédure. On va tout clairer le terrain, comme on dit. On n'en a juste pas besoin. Puis, on va commencer de la même façon, parce que la procédure au début est la même. Je sélectionne mon trigger. C'est Box Collision, Jean-Michel, qu'on utilise. Puis, on le renomme trigger. On pourrait utiliser une capsule ou une sphère, là, mais c'est plus logique d'utiliser une box pour ce qu'on fait. Donc, je m'en vais tout en bas. Je l'ouvre pour qu'on voit bien ce qu'on fait. Donc, très important d'avoir le trigger de sélectionner. On clique sur Begin Overlap. Je reviens sélectionner mon trigger et End Overlap. Donc, même chose que tantôt. Le premier node, c'est la même chose aussi, Cast to Character. Cast to Character.
Je fais la même chose que tantôt, l'objet Other Actor. Je fais Duplicate. Je connecte ça. Objet Other Actor, donc exactement comme tantôt. Pas de surprise ici. On va aller chercher une timeline, même chose que tantôt. Timeline, add timeline. On va renommer celle-là, on va l'appeler Door Sliding. Porte coulissante, ou peu importe comment vous voulez l'appeler. Donc, play. Ensuite, reverse. Comme ceci. Donc, jusqu'ici, le même principe que tantôt. On va évidemment aller jouer avec notre animation. Dans ce cas-là, on ne va pas utiliser un float track, on va utiliser un vector track. Qu'est-ce que ça nous donne de différent, un vector track? C'est que ça nous permet de séparer les axes. Okay? X, Y, Z. Donc, on utilise ou bien un float ou bien un vector. Honnêtement, c'est très similaire. Juste que le vector nous permet de séparer chaque axe. Donc, c'est très pratique pour ce qu'on va faire. Donc, on va aller voir qu'est-ce qu'on veut faire. Je vais vous le montrer dans le viewport ici. Moi, je veux dans ce cas-là que la porte, elle aille ici. OK? Pas plus compliqué que ça. On pourrait vouloir qu'elle aille sur le côté. Parfait. On peut faire aussi dans le sol. Un truc de science-fiction. Honnêtement, tout se peut. Là, c'est sûr qu'on va l'avoir dépassé là, de notre mèche, mais on s'en fout. On aurait un plafond, on aurait quelque chose. Okay? Fait que pour l'instant, puis d'ailleurs, je suis content en fait parce qu'on va bien voir qu'elle disparaît, pas dans le néant, elle disparaît dans le mur. Fait que vous regardez votre, si je reviens CTRL Z, ma porte, comme je vous l'ai dit au début, très important, elle est à 0, 0, 0. Si je veux qu'elle aille ici, okay, mettons, je veux qu'elle disparaisse complètement, vous voyez la valeur 205. Puis vous voyez d'ailleurs, quand je la tenais, là, si je viens juste cliquer sur mon axe des Z, vous voyez la valeur 205, 205. Je vais la sélectionner. Donc, on a 205 ici. Je peux sélectionner, faire copie. OK, mettons que ce n'est pas exactement 205. Là. Mettons que c'était... Ah, ben, c'est quand même assez précis. Mais mettons que c'était 199,987832, whatever. Là. Puis il faut être vraiment, vraiment précis. Ben, vous faites juste right-click. En fait, left-click, right-click, copie. OK, là, pour l'instant, je pense que 205, c'était bon. Il va de 55, fait qu'il... Et voilà, 205. Je reviens dans mon animation de porte. Et ce qu'on va faire, je vais bloquer, je vais fermer, en fait, vous voyez les cadenas. Fait que je vais venir locker mon X et mon Y, parce que j'ai juste besoin de bouger ça sur l'axe des Z. OK? Donc, je vais faire un right-click n'importe où, encore une fois. Add key to Z. Donc, vous voyez, il me spécifie tout le temps quel axe. Si je ne bloque pas ça, puis je fais hop, il fait add key to all curves. Donc, il va faire une clé qui va être valable sur X, Y et Z. Ce n'est pas ce que je veux. Je veux vraiment juste une clé sur Z. Je fais clic droit, add key to Z. Vous voyez, encore une fois, j'ai le temps, je mets à 0. La valeur, je la mets à 0. Et elle est tout ici. Je fais une autre clé. Je mets la valeur, tiens, je vais la mettre à combien celle-là? On va se mettre à 2. OK, donc 2 secondes. La valeur, je vais mettre 205. Puis je vais faire zoom to fit horizontal, zoom to fit vertical. Donc là, ma valeur, c'est en centimètres finalement, n'est-ce pas? Parce que je veux que sur l'axe des Z, il passe de 0 à 205, qui est des centimètres. Fait que je lui ai donné la valeur exacte que je veux. On peut laisser la courbe droite, comme ça. Okay? Je pourrais aussi faire sélectionner les deux, faire clic droit, faire auto. Je pourrais en faire d'autres. Il y a d'autres modèles. Mais le modèle linéaire, on va le garder comme ça pour l'instant. OK? Donc, on va voir length. Là, je vais le laisser à 5. Ah, en fait, non, c'est pas une bonne idée. Si je l'ai mis à 2, tiens, je vais le mettre à 2. On va faire comme on a fait tantôt. On va garder les choses propres, bien simples. Donc, dernière chose, le new track, je vais le renommer. Puis, je vais appeler ça, donc,
sliding up ou n'importe quoi. Là. Quelque chose qui est clair pour vous. Donc, mouvement vers le haut, gauche, droit, mouvement latéral, whatever. En autant que c'est clair, puis que vous allez vous allez comprendre ce que vous faites. Là, je peux revenir. Vous voyez, si je les débloque, là, les axes, vous voyez l'axe vert, il n'y a rien qui se passe parce que j'ai fait aucun changement. Tant qu'à ça, j'aime mieux pas faire d'erreur, puis juste les locker, puis gérer uniquement mon axe bleu, qui est l'axe des ailes. Fait que là, j'ai mon animation 2 de length complète, n'oubliez pas. OK? Parce que j'ai mis 2 secondes. La valeur est à 205. Et puis voilà, tout devrait être beau. Fait que je fais compile. Je reviens sur mon even graph. On n'a pas tout à fait terminé. OK. Ça va être assez simple. Ça va être plus simple que l'autre. Je vais aller faire l'update et je vais chercher le node qui s'appelle Set Relative Location. Set Relative Location. Pourquoi? Parce que je ne gère plus une rotation. Je gère un changement de position. C'est un mouvement. Peu importe l'axe, peu importe quel est le mouvement, c'est un changement de location. Okay? Donc, location avec le door, entre parenthèses encore une fois, parce que je veux que ça affecte la porte. OK, donc comme tantôt, vous voyez, le node est un petit peu différent, évidemment. Et puis là, je vais connecter le new location avec mon animation ici. Et puis, that's it. Ça devrait fonctionner comme ça. OK, donc j'ai les deux premiers, cast et begin et end overlap qui s'en va vers le cast to character, qui s'en vont dans l'animation. Dans un premier temps, il va déclencher l'animation. Quand je vais sortir, il va la faire jouer à l'envers. Et puis, qu'est-ce que c'est? Comment je veux plugger mon animation? Avec le changement de location qui est attribué à ma porte. Et puis, la nouvelle location. Évidemment, le point 0, c'est où est-ce qu'il est à l'origine. Puis, la nouvelle location, où est-ce qu'elle est? Bien, je viens la plugger dans mon animation qui détermine déjà toutes ces valeurs-là. OK? Donc, je fais compile. Je fais save aussi. Toujours une bonne idée de saver. Donc, tout est là. Je vais venir mettre ma porte ici. Ah, puis attendez. Ah oui, je sais ce qui s'est passé. C'est moi qui ai créé le problème parce que quand je vous parlais, j'ai été la mettre à 205 puis je ne l'ai pas remis à 0. OK, donc ça c'est important. Si vous avez fait comme moi, vous ne devriez pas, là, parce que je fais des explications puis je vous montre bien des trucs, mais à l'origine, évidemment, la porte est à 0. Fait que juste pour voir, je vais revenir dans l'animation. À 0, la valeur est à 0 sur l'axe des Z. OK. Et puis, à 2 secondes, la valeur va être à 205. Fait que par défaut, ma porte est à 0. Donc, tout devrait fonctionner. Je recompile, je resave, juste pour être certain. Et là, vous voyez que je vais mettre ma porte numéro 1. Je vais faire une rotation sur mon blueprint numéro 2. Oups, c'est pas ça que je vais faire. On va mettre ça ici et on va tester tout ça. Donc, play. Et voilà, ça s'enligne. Je traverse et ça vient se remettre. Et tant que je suis dans le trigger box, il monte, il produit l'animation. Dès que je sors, il enlève. Fait que là, c'est un petit peu lent. Je trouve que si j'étais dans un vaisseau spatial, une base spatiale, puis ça allait à cette vitesse-là, je n'aimerais pas ça. Fait que je vais mettre ça à 1 seconde. N'oubliez pas aussi la length totale. Je vais mettre ça à 1 seconde. Compile, save, play. Bam, pas pire. Sais-tu quoi? J'aimerais ça que ça aille plus vite. Il ne faut pas que ça niaise sur mon vaisseau. Là. Fait que je vais mettre ça à 0.5, la longueur totale, et la clé, n'oubliez jamais ici. Et rajouter ça à 0.5. Compile, save, play. Bam, ça, j'aime ça. Et j'ai même pas le temps de me retourner que selon ce qu'on veut faire, on vient l'ajuster comme ça. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Si on voulait le faire sur l'axe des Y, que la porte aille sur un côté, ben, on viendrait juste changer l'axe sur notre animation. C'est pas plus compliqué que ça. Fait que ça, c'est pas mal la première chose qu'on voit généralement en Blueprint, c'est les portes. Parce que ça reste quelque chose de super important dans un level design.
Et puis dites-vous que je peux vous dire ça. Déjà, pour le studio dans lequel je travaille, il y a quelqu'un qui a tout programmé les portes. OK, on a des portes doubles, on a des portes simples, on a des portes qui s'ouvrent de telle façon, de telle autre, on a des portes genre industrielles, whatever. Donc, il y a quelqu'un qui les a toutes setées, il a tout fait les blueprints. Puis nous, quand on a un level, puis je fais, moi, j'ai comme tel type d'architecture, tel type de décoration, je vais aller prendre ça, mais je vais venir, si j'ouvre ça, je peux venir substituer le modèle de porte. OK, j'aime pas cette porte-là. Fait que je vais aller, mettons, je vais taper porte en premier. Mettons, attends, j'essaie de me rappeler qu'est-ce qui fonctionnerait. Je pense que ça ne fonctionnera pas. Je vais laisser juste ouvrir. Donc, il est en train de loader. Puis là, vous voyez que, je vais aller d'autre bord, c'est peut-être un peu gros. Là. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir faire fonctionner ça. Donc, vous voyez, le modèle est juste comme, ça ne fonctionnera pas. Là. Mais juste pour vous dire que le même blueprint peut être réutilisé. Comme là, je suis en train d'éditer le blueprint à la base. Ça ne serait peut-être pas la meilleure chose à faire, en fait. Je vais faire CTRL-Z. La façon propre de travailler, ce serait celle-ci. J'ai mon blueprint original, tout va bien. Je vais déplacer celui-là ici. Je fais une copie. Donc là, c'est une copie, donc une instance que j'utilise. Et puis, dans mon blueprint, vous voyez, pardon, si je l'ouvre comme ça, j'ai tous les éléments. Un à un, donc door. Je viendrai chercher une autre porte qui, franchement, l'autre ne fonctionnait pas. Là, fait que je vais essayer d'en trouver une autre. Tiens, Iron Door, est-ce que ça marche? Ça? Il est en train de loader. Je ne pense pas que ça marche maintenant. Ah ouais, ça, OK. Pour les besoins de la cause, ça va marcher. Là. Okay, c'est plus belle, là, mais tout ce que je suis en train de vous montrer, c'est que si vous changez, si vous avez un blueprint, vous l'avez fait une fois puis il fonctionne bien, vous n'allez pas avoir besoin de refaire ça dans tous vos niveaux. Vous pouvez juste l'importer dans votre nouveau projet. Évidemment, le style, ça ne marche pas tant que ça. Et que ça ne dépasse pas trop d'un bord puis de l'autre. Fait que, essayons-le. Là, ça l'a décalé. Parce que c'est pas idéal là, comme méthode. Je pense que c'est le pivot de la porte. C'est bon. Ouais, c'est ça. Le pivot de la porte, il n'est pas bon. OK, on a parlé de pivot un petit peu plus tôt. Là. Fait qu'il y a un petit problème à ce niveau-là. L'origine de la location, c'est en fonction du pivot. Le point d'origine exact. Fait que si je mets le pivot à 0, 0, 0, vous voyez, mon pivot, il est au niveau du sol. Fait que le mouvement, il va se faire à partir de là. Fait que, honnêtement, ça commence à être touché, mais la réponse, c'est que cette mèche-là n'est pas acceptable. Ça, c'est pas professionnel. Moi, je peux pas travailler avec ça, puis vous non plus. Vous devriez pas. Okay? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer le pivot, mais avant d'aller plus loin, il y a quelqu'un qui a une question. Donc, Kevin? Peux-tu ouvrir ton blueprint de n'importe quelle des deux portes, s'il te plaît? OK, ça. Dans le Event Graph, juste après le Begin Overlap, le Cast to Character, c'est quoi la différence entre Cast to Character et Cast to Third Person Character? Oui, absolument. Donc, tu vois, on en a 3. On en a plus que 3, là, mais les principaux sont ceux-là. Cast to your first person character. Cast to, attends, je vais le retrouver. C'est un petit peu difficile à taper. Mais vu qu'on a un level third person, on n'aurait pas le first person, je pense. Ah oui, c'est ça. Ça se peut qu'il l'affiche même pas, tu as raison. Cast to third. Et voilà, quand on est en mode third person, on a le cast to third person character. Si tu remarques, bougez pas. Dans mon guide, que j'ai fait il y a à peu près un an, j'utilisais cast to third person character quand on utilise une map third person. Puis je vais être honnête avec vous, je l'ai essayé la semaine passée avec l'autre groupe, puis ça ne marchait pas. OK? Franchement, il n'y a pas de raison, puis je ne suis pas sûr que c'est ça la raison.
que j'utilisais ça pour que ça ne fonctionne pas. Mais je ne suis pas certain de pourquoi, parce que généralement, moi, j'utilisais uniquement ça. Quand j'étais en third person, j'utilisais third person. Quand j'étais en first person, j'utilisais first person. Mais cast to character, ça marche juste partout. Puis bien honnêtement, là, il y a très peu de différence. C'est juste qu'il y a des particularités au niveau de comment est créé le mode third person versus le mode first person. Fait que dans certains cas, bien précis, pas ce qu'on fait. Ce qu'on fait, honnêtement, ça ne devrait pas affecter. Fait que je pense que si on l'utilise, ça devrait fonctionner. Ouais, ben, je l'avais utilisé pour une hier, puis ça avait marché aussi, ouais. Ouais, c'est ça. Fait, comme je te dis, la semaine passée, j'ai eu plusieurs petits bugs là, au courant du cours. On les a réglés à la fin. Je ne suis pas sûr à 100%, je ne pense pas que c'était ça. Fait que si tu es en first person, tu peux toujours utiliser first person. Mais cast to character, ça va juste fonctionner partout, tout le temps. OK, fait que j'utilise toujours cast to character à la place? Ben, je te dirais à moins d'indications contraires. Tu sais, si on fait quelque chose, je te dis que là, c'est important parce que la caméra, par rapport à la distance au third person character, il faut qu'on la gère comme ça. Fait que des fois, il faut qu'on utilise spécifiquement celle-là. Mais de façon globale, pour ce qu'on fait, là, pour une porte, utilise tout le temps cast to character, ça va marcher tout le temps, tout le temps, tout le temps. Okay, c'est bon, merci. Parfait, ça fait plaisir. Marc-Alexandre? Oui, j'aimerais ça. Ben, si c'est possible, parce que là, la porte, quand tu approches, ça s'active juste à partir du trigger box. Du trigger, ouais. Ouais. Donc, mais si, admettons, on veut faire que le joueur interagit avec la porte, dans le fond, qu'il faudrait qu'il clique sur. C'est-tu, dans le fond, dans le même principe, mais c'est un... Ça, c'est la semaine prochaine. Ah, ok, c'est beau. On va voir ça la semaine prochaine. C'est pas que ça me tente pas. Tu peux aller checker des vidéos sur YouTube. C'est rien de bien compliqué, c'est juste une autre logique un petit peu différente. Et puis, donc voilà. Fait qu'il y a plus que ceux-là. Il y a plus que juste 3 manières. Mais je dirais que c'est les principales façons d'activer des portes. Puis là, si vous vous posez la question, mettons, d'ailleurs, la semaine prochaine, je viens de vendre le punch, là, on va activer un bouton et ça va déclencher l'animation. Bien, par défaut, notre joueur, il va rester comme ça. Il va arriver devant, je vais appuyer sur E, puis là, la porte va ouvrir. Qu'est-ce qu'on voit dans un jeu third person généralement? On voit que le joueur, le player, c'est-à-dire, le character, il trigger une animation, il va mettre sa main devant la poignée ou il va pousser la porte, puis ça va déclencher l'animation. Ça, ben, c'est ça. C'est en conjoncture avec un cours d'animation. Ça serait, disons, le blueprint complet. Dans mon blueprint, il faudrait que déjà que dans mon système, j'aille une animation qui s'appellerait genre ouverture de porte ou pousser la porte ou whatever. Qu'est-ce que c'est exactement l'animation? Puis je la mettrais dans mon blueprint, qui encore là, en ce moment, il est très simple, le blueprint ici. Mais dans un blueprint complet, dans un jeu, vous auriez un trigger pour l'animation. Vous auriez un sound trigger. La porte pourrait faire view. Ou elle pourrait faire c'est une porte genre grinçante en bois. On peut ajouter aussi plein d'affaires. On peut ajouter un petit truc de UI. Quand on va s'approcher, on va voir un bouton apparaître. Press E to open. Et toutes ces affaires-là, vous voyez, jouer à n'importe quel jeu qui a des portes. Also known as tous les jeux quasiment. Puis vous allez voir que une porte, ça va pas mal juste plus qu'au-delà de c'est une porte puis elle s'ouvre. Là, je vous donne un petit fun fact. Là. Un des éléments les plus délicats en level design, croyez-le ou non, c'est les portes. Puis je vous dirais en développement de jeux vidéo en général. Je peux vous montrer, je vais vous donner un lien là, pour un vidéo assez amusant. Je pense qu'il est sur YouTube. Donc, si je fais level design door, c'était sur un des sites. Attendez. Est-ce que c'était lui? Non, c'était pas. Ah, voilà. C'était sur. Voilà. OK, fait que je vous donne le lien de ça, vous consulterez ça. Puis il vous explique pourquoi le plus gros challenge dans le développement du jeu en général, c'est les portes. Je vais vous donner quelques éléments là, déjà. Je sais que ça a l'air niaiseux, ça a l'air ridicule. Mais les portes, dans un jeu, OK, ça peut créer tous les problèmes du monde. Vous pouvez avoir des NPC, des companions, des ennemis qui ont leur path sur lequel il y a une porte. Et puis, ils peuvent rencontrer un bug qui fait que normalement, ils devraient ouvrir la porte, mais ils ne l'ouvrent pas. Fait que ça peut tout briser le jeu. Ça peut briser des story missions, qu'un NPC est bloqué, il ne peut pas passer une porte.
le joueur peut être bloqué, évidemment, c'est comme l'affaire la plus simple à régler, c'est il faut aller unlocker la porte, il faut s'assurer qu'elle fonctionne. Ça, c'est simple. Mais il n'y a pas juste le joueur. Il y a donc, comme j'ai nommé, les NPC, les ennemis, les companions, etc., etc. Et tout ça vient avec son lot de AI, de collision, de trigger. Et puis tout ça est multiplié de façon exponentielle pour faire en sorte que les portes, c'est la chose la plus difficile en jeu vidéo. Puis là, je sais qu'il y en a qui font comme hein? OK, c'est même pas une joke, ce que je suis en train de vous dire. Puis il y a des témoignages. Si c'est le même vidéo dont je me souviens, je pense que c'est lui. Des témoignages de genre Control, le jeu de. Je sais quel studio, je pense que c'est lui. Non, c'est pas Control, mais en tout cas, il parle de que ça a été l'enjeu le plus important dans leur développement de jeu. Et puis là, tu dis, ben là, il y a comme des mécaniques intenses, de la programmation, ouais, mais les portes, c'est ça qui leur a fait passer plus de temps sur le bug correcting et tout ça. Ah, ben oui, Patrick. Dans une production professionnelle, on n'accepterait pas une porte comme celle-là. OK, là, je clique sur la porte, là. Ça, c'est pas acceptable. Fait que ce soit juste une personne, moi je vous parle dans mon studio, là, honnêtement, il y a probablement 2-3 personnes qui ont travaillé dessus, mais il y a une personne qui est vraiment responsable. Ben, tout ce qu'on a comme modèle de porte, je veux dire, il y a un contrôle de qualité là, qui se fait, là, puis on s'assure que le pivot est à la bonne place. Fait que là, pour faire un petit retour, est-ce que c'est Kevin ou Marc-André au début qui demandait comment changer le pivot? Donc, je peux vous montrer comment on change le pivot. C'était moi. C'est toi, Kevin, parfait. Donc, ça va vous prendre un plugin qui est gratuit et qui est absolument indispensable aujourd'hui, qui s'appelle Modeling. Puis c'est le Modeling Tools Editor Mode. Okay, moi, dans le projet que j'ai ouvert ce matin, là, je ne l'ai pas d'activer, mais dans mes autres projets, je les ai. Fait qu'il faut Enable. Et là, il va vous dire il faut restarter l'engin. OK? Donc là, évidemment, je vais le faire. Ça ne devrait pas être trop long. Je vais sauvegarder tout ce que j'ai quand même. Ça ne devrait pas prendre bien de temps. Je pense que ça vaut la peine qu'on fasse ça parce que c'est vraiment un enjeu important. Le pivot, puis d'être capable de l'ajuster. Donc, oui, regardez la vidéo. Je pense que c'est exactement la même dont je parlais. Là. Le problème des portes, c'est majeur. Okay? Puis je sais que ça a l'air ridicule, mais c'est absolument vrai. Puis je peux vous le dire, nous, là, on struggle avec les portes là, très souvent. Fait que faites Restart Now. Ça ne devrait pas être bien long. Et puis là, est-ce que c'est sur toutes les portes ou juste, mettons, comme les portes qui sont, dans le sens que si, mettons, une porte que ça load une autre zone, c'est-tu comme moins de problème ou... ben là, c'est parce que, si on parle de loader une autre zone, c'est que normalement, tu arriverais ici, tu ferais genre click to interact ou peu importe, tu ouvres la porte, puis tu as un écran de loading. Fait que ça reste assez simple. Fait que c'est la limite de ton niveau. Tu passes à un autre niveau. Fait que non, dans ce cas-là, ça ne pose pas de problème, mais tu ne peux pas faire ça partout. Je veux dire, le joueur s'attend à... Il y en a des jeux, là. Dans chaque maison que tu rentres, il y a un loading screen. Les gens crient ou meurent. Tu ne peux plus faire ça aujourd'hui. C'est comme inacceptable. À l'époque, c'était ça. Okay? Dans bien des jeux. Là. Donc, voilà. On a... Tiens, je vais double-cliquer. Je vais venir mettre... C'est quelle partie elle ici? Je vais la mettre de façon indépendante là, en tant que static mesh dans le niveau. Puis, je vais aller chercher mon plugin. En fait, une fois que je l'ai enable, mon plugin, j'ai un nouvel outil qui s'appelle Modeling ici dans les modes. OK? Fait que je vais l'activer. Puis, j'ai toute une série d'outils. Ça, on va y revenir un peu plus tard, by the way. OK? Je vais vous montrer des trucs avec ça. Parce que ça, c'est une révolution complète dans Unreal. C'est plus important, je pense, que le Nanite et le Lumen System. Et je sais que ça a passé un peu sous silence, mais ça révolutionne tellement la production. Moi, mon temps de production là, dans Unreal, mon efficacité a augmenté de 40%, 50% avec ces outils-là. Puis honnêtement, je pèse mes mots, c'est peut-être 60-75%. C'est juste incroyable. Pas grand monde en parle, mais c'est incroyable. Donc, j'ai mon objet sélectionné. J'ai activé mon mode Modeling et je vais aller dans, je pense que c'est Transform. Je vais faire Edit Pivot et je vais venir mettre le pivot. Je peux faire Enable Snap Dragging.
Honnêtement, le snap, il ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Rotation, anyway. Ouais, d'habitude, je n'utilise pas le snap drag. Je peux le mettre au centre aussi. Mettons un objet quelconque. Je pourrais décider de le mettre au centre. Bottom. Je vais mettre left. Je pense que je vais commencer par bottom. Puis je vais venir manuellement mettre left parce qu'une porte, il faut tout le temps mettre ça sur l'axe de rotation qui est un côté ou l'autre. Là, comme vous voyez, on a les pentures visibles. C'est assez évident, ça va être là. Fait que voilà comment on organise une porte. Quand on est dans 3ds Max, on ferait ça comme ça. Là, je ne suis peut-être pas super précis. Vous voyez, là, mon truc, je vais venir me mettre dans le top view. Puis, bon, je pense qu'ici, c'est bon. Okay. On ne va pas être maniaque. Là. Fait que vous faites accept, accepter. Et voilà. Votre porte. Vous sélectionnez d'autres choses. Vous sélectionnez le pivot a été replacé. Ça date de, je pense, un petit peu plus que 6 mois, là, 9 mois, une affaire de même. Là. Ben, je l'ai mis manuellement. Puis, je pourrais évidemment venir le replacer de façon plus précise. Là, je le fais vite juste pour vous le montrer. Mais le pivot, on va tout le temps le mettre sur le sol. Pour un objet qui est de façon raisonnable, on assume qu'il va être sur le sol. Je ne vais pas le mettre flottant comme ça sous les pentures. Je vais le mettre sur l'axe où va être la penture. Fait que là, comme je pense que ce que tu es en train de dire, c'est que ouais, mais la penture est comme offsetée, elle n'est comme pas exactement là. Là, oui, dans ce cas-là, je suis d'accord, je la mettrais peut-être un petit peu plus offsetée, mais je vous dis de façon générale, une porte qui est, tu sais, ça c'est très particulier, là. Je mettrais tout le temps mon pivot ici sur une porte. Là, dans ce cas-là, ouais, je te l'accorde, je le mettrais peut-être un petit peu plus ici. Tu sais, j'ai pas besoin, j'ai pas le goût de faire ça. Puis, comme le snapping tool, il ne fonctionne pas bien. Mais de façon générale, les portes, tout le temps venir remettre le pivot à cet endroit. Oui, Benoît? Est-ce que d'avoir des portes comme ça, des portes qui s'ouvrent, des portes qui slide, des portes ouais. C'est un prérequis pour l'avoir dans notre level? Est-ce que ça va être lié à des... C'est-tu grave si on n'a pas? Là? Parce que j'essaie d'en mettre depuis tantôt, puis ça marche plus ou moins. Là. OK, on va regarder ton problème, parce que pour te donner la réponse, c'est oui, ça va en prendre. Ça va en prendre, OK, c'est beau. Je vais m'arranger, c'est beau. Je vais juste regarder ton truc. Je ne okay. vais pas te montrer mon level, j'ai honte pour l'instant. Ben, tu n'as pas à avoir honte, voyons. Mais regarde, de toute façon, ce genre de truc-là, Benoît et tout le monde ici, là, si vous ne l'avez pas du premier coup et que ce n'est pas clair, prenez votre temps. OK, moi, malheureusement, je suis obligé d'aller un petit peu vite. J'essaie de prendre mon temps et d'expliquer chaque truc. Mais regarde, c'est enregistré, vous avez le guide. Puis si ça ne fonctionne pas, contactez-moi puis on va s'organiser pour que ça fonctionne pour tout le monde. C'est ça. On a le landscape, le guide pour les landscapes aussi de la semaine passée, je pense. Oui, absolument. Parfait. Donc, ben, on a fait nos portes. Fait que je suis content, ça a bien été. Et puis là, mettre ça en plein écran. Donc voilà, on a réglé nos portes. On a fait donc notre première incursion dans le domaine merveilleux des blueprints. Donc, si ce n'est pas clair, si vous ne vous amusez pas tout de suite, là, ne vous en faites pas. Okay? Ce n'est pas pour tout le monde, la programmation visuelle non plus, mais il faut que vous ayez des bases. Je vous l'ai déjà dit, vous allez avoir 2 cours, je pense, en tout. 2e et 3e session, si je me souviens bien, où vous allez voir ça. Okay? Puis je ne connais pas tous les profs, là, mais je sais qu'il y en a un qui est vraiment, vraiment bon. Et puis, ça devrait être agréable. Puis, si vous l'apprenez dans Unreal, mais sachez que tous les engins sur la planète utilisent un système très similaire. Fait que tous les engins qui sont chez EA, chez Ubisoft, chez Warner, nommez-les tous, là, ils vont avoir un système similaire. Fait que vous ne serez pas complètement dépaysé. Si vous connaissez le système, les noms vont peut-être être un peu différents d'une place à l'autre, mais le système reste totalement semblable. Okay? Fait que c'est vraiment, je vous dirais, la façon d'apprendre. Je voudrais que c'est la façon standard en jeu vidéo. Puis après ça, évidemment, que vous avez des programmeurs spécialistes là, puis qui vont aller faire du code. Mais il y a beaucoup de productions qui utilisent 100% de Blueprint, puis que ça fonctionne bien. Tu sais, des jeux genre de plateforme, des jeux de puzzle, des jeux de stratégie, société, stratégie genre turn-based, les 4X, tout ce genre d'affaires-là. Il y en a beaucoup qui sont faits 100% avec des Blueprints, puis ça fonctionne à merveille. OK? Donc voilà, on a testé nos portes et jusqu'ici, tout fonctionne. Donc, voici votre mission pour la semaine, vos devoirs.
Donc, vous allez continuer de travailler sur votre level, donc votre fameux concept de science-fiction. Donc, vous pouvez vous amuser, vous pouvez ajouter des trucs. Vous allez ajouter du foliage. Ça peut impliquer du gazon, des plantes, des fleurs, des roches, des brindilles, un tas de trucs. Donc, vous allez ajouter ça sur votre landscape. Et je veux aussi que vous ajoutiez au moins une porte qui ouvre. Comme c'est un concept de science-fiction, ça va sûrement être plutôt la deuxième méthode, donc vers le haut, vers le côté ou peu importe. Donc, suivez les étapes et utilisez un pack de mèches de science-fiction, ça va fonctionner très bien. Oui, Émeric. Est-ce que la porte doit obligatoirement être un door mesh? Ah non, non, tu peux utiliser n'importe quoi en autant que ça fonctionne. Parfait. Ouais. Puis, dites-vous que, je veux dire, vous avez vu ce qu'on a fait, là, avec la logique qu'on a utilisée. Si vous voulez faire un platform avec des plateformes qui se déplacent, qui peuvent être triggered par le joueur ou pas, c'est le même genre de logique. Okay? Fait que ce qu'on a fait, ça va s'appliquer, c'est comme la base sur laquelle vous allez bâtir pour faire d'autres interactions dans le futur. Fait que là, pour l'instant, on garde ça simple, on se concentre sur les portes. Et puis, voilà. Est-ce que vous avez des questions sur votre devoir? Non, ça va bien. Donc, vous avez vu que je ne vous ai pas trop demandé pour voir vos levels parce que je veux que vous ajoutiez certains éléments, donc, entre autres, le foliage et les blueprints. Donc, la semaine prochaine, je vais être très content de voir des merveilleux levels avec un petit peu plus de trucs dynamiques, donc la végétation et des portes qui ouvrent. Donc, c'est parfait. Vous n'avez pas de questions? Non. Non, tout va bien. Bon, c'est merveilleux. Kevin a une question. Je vais en avoir une après. OK. Que tu m'aides avec quelque chose, si tu peux. Parfait. Est-ce qu'on a d'autres questions sur le travail en tant que tel, sur ce qu'on a vu aujourd'hui? Non? Moi, j'aurais une question au niveau des trucs qu'on pourrait acheter sur Unreal là, spécifiques. Il faudrait que je te parle particulièrement. Je veux ajouter une espèce. En fait, c'est sci-fi, mais plus désertique là, que ce que j'essaie de faire. Puis, OK. Au niveau du landscape, tu veux dire? Oui, c'est ça. J'aurais besoin de peut-être des. En fait, si tu en connais, je vais en prendre. OK. Écoute, pas de problème. Je vais donc immédiatement partager ça sur General Files. Mais c'est ça, tu n'as pas besoin d'acheter, tu n'as pas besoin de dépenser du cash tout de suite, Benoît. Non, c'est ça. Okay, S'il y en a des gratuits, je vais le prendre. Mais ben oui. Oh, il n'y a pas trop. Si tu en connais. Moi, je veux. Attends, je vais partager mon écran. Donc, j'ai mis le guide sur Teams, donc General Files, etc. Non, on n'a pas besoin d'acheter pour l'instant. Vous dépensez assez d'argent pour l'école, c'est correct. Il faut trouver des moyens. Donc, exact. Tu vas sur le Marketplace. Attends, je ne suis pas là. Donc, Marketplace. Dépendamment de ce que tu veux faire, j'ai comme l'impression que ben tiens, ils viennent juste d'updater pour le mois de novembre. Il y avait quelque chose qui aurait été. Est-ce que tu as pris les packs gratuits pour le mois d'octobre? Malheureusement, non. OK, bien là, tu vas apprendre à tes dépens. Ça vient de t'arriver là. Honnêtement, il y avait quelque chose de parfait pour de la science-fiction, des landscapes, avec des beaux matériaux, des paysages vraiment là, otherworldly, avec des planètes, etc. C'était super débile. Donc, à chaque mois, mesdames et messieurs, généralement, c'est autour du 4-5 de chaque mois. Il y a 4, 5 à 6 packs complètement gratuits. Donc, ne vous posez pas de questions, faites add to cart, add to cart, add to cart, puis prenez-les, parce qu'à la fin du mois, là, ils reviennent au prix régulier. Puis peut-être qu'en ce moment, vous faites ouais, mais j'aurais jamais besoin de ça, je m'en fous de ça. Vous ne le savez pas dans 2 ans si vous n'avez pas un projet qui est comme oh, j'aurais besoin de ça. Oh, finalement, j'ai des contrats pour faire de l'architecture, j'ai besoin de ça. Bien, dans 2 ans, il va être 60$, ce pack-là. Fait que prenez-les de façon systématique à chaque mois. Début de mois, faites clic, purchase, vous allez recevoir une invoice, là, ça va être 0,00 $. OK? Puis ces packs-là, c'est des vrais, c'est pas de la bullshit, là. C'est des vrais packs qui sont des fois déjà sur le marché depuis un bout. Vous voyez là, les ratings, là? Ils ont tout le temps du bon rating. Ils ne mettent jamais des trucs gratuits qui sont moyens. OK? Donc, même si vous pensez que ça ne vous concerne pas,
il y a des animations, il y a du VFX, il y a des packs d'assets comme ça, il y a de tout, des matériaux, etc., des éléments, des blueprints aussi. Faites juste tout downloader gratuit. Tu sais, quand on vous le donne, prenez-le. Moi, c'est comme ça que j'ai abouti avec une Vault qui finit plus. Parce que moi, ça fait 3 ou 4 fois que je recommence mon level. Puis, j'ai l'impression que ce qui me met des bâtons dans les roues, c'est quand que je fais du gearboxing, j'ai vraiment beaucoup de misère à imaginer ça. Mais si c'est des assets toutes faites, on dirait que ça me facilite la... Je comprends. Mais nous, ici, puis c'est pas comment dire, c'est pas bête, là. C'est logique. Là. Il y a bien du monde qui a un petit peu plus de misère avec ça. Mais il faut s'habituer à ça en level design. Parce qu'il faut absolument qu'on travaille avec des boîtes grises ou blanches ou bleues, whatever. C'est vraiment important. Il ne faut pas qu'on soit distrait par des assets finis avec des beaux matériaux dessus. Il faut qu'on s'habitue à ça. Puis peut-être que tu réalises que, ben, sais-tu quoi, moi, ça ne m'intéresse pas le level design, puisque moi, je préfère travailler avec des trucs d'environnement déjà plus finis, whatever. Ben, fine. Écoute, ça t'aura aiguillé là-dessus. Tu auras compris que ben, c'est peut-être pas pour toi. Parce que le level design, c'est pas obligatoire que tu passes tout ton temps à faire du grayboxing. Tu sais, moi, une partie de mon travail, une petite partie, c'est du grayboxing, mais la plupart du temps, je deal avec des mèches déjà toutes faites. Mais par contre, là, on me donne un autre niveau, puis il faut que je le start, mais il faut que je sois capable de le faire. Donc, même chose pour vous tous. Mais tu vois, là, je vais me mettre dans les landscapes, on va se mettre. Puis même, tu sais, je veux dire, même juste partir avec un landscape, tu sais, comme un désert, ça serait assez là, pour moi. Là. Je pourrais mettre du graybox par-dessus. Puis ben oui, bien sûr. C'est ça. Bien sûr. Fait que là, je ne sais pas qu'est-ce que tu avais en tête, qu'est-ce que tu voulais chercher. Je cherche toujours avec le prix le plus bas en partant. Oui. Mais c'est quand je pense que parce que je savais pas que dans le fond, comment le browser comme du monde. Oui. Là, c'est correct. Je vais être capable de trouver quelque chose dans ce que tu Parfait. Toi, tu sais, si tu veux quelque chose de désertique, là, tu peux choisir désert. Il faut tout le temps réinitialiser ici, le price low to high. Puis bon, là, tu vois, il y a un paquet d'affaires. Mais si vous voulez faire un shooter, un truc militaire, vous avez tous les véhicules gratuits, by the way. Okay? Après ça, il y a plein d'environnements. Ça vient de CSGO. C'est tout gratuit. Landscape background, vous en avez. Super haute qualité, complètement gratuit. Donc, faites des recherches. Il est mal fait, le site d'Unreal. Mais il y a un bon pack que tu as passé dessus. C'est genre Sand Desert. Free, là, ça a l'air pas pire. Déjà là, puis j'en ai vu un autre, je pense qu'il y a un petit peu plus haut. C'était comme des textures. Il y avait comme 4 textures différentes de design. Je l'ai changé l'ordre. Ah non, il est payant. Faites votre recherche, là, il y a bien du stock gratuit. Honnêtement, le marketplace, il est mal fait comme le Epic Game Stores. Là. Pour chercher du stock, c'est vraiment pénible. C'est pas bien organisé. C'est vraiment pas idéal. Mais les ressources sont là. Fait que, allez-y chercher. Vous voyez, il y a même la végétation qui va avec le désert. On peut retrouver. Celui-là, il est gratis? Ouais. Allez, le pogner, vraiment cool. Tout ce qui est Megascan, c'est gratuit. Puis c'est tout le temps de la très haute qualité. Fait que, gênez-vous pas. Allez-y. Donc, parfait. Ben, ça va conclure notre cours. Kevin avait une question pour moi. Ouais, ça va être par rapport au blueprint. Est-ce que tu veux partager ton écran? Je peux le faire. Parfait. Donc, ben voilà, merci à tous. On a terminé notre cours. Donc, passez une belle journée. On se revoit demain. À demain, merci. Bye. Merci, salut. Salut.